Pourquoi M. Netanyahou, à la tête d'un des États les plus militarisés du monde, a-t-il peur d'un petit bateau rempli de farine, de lait pour nourrissons et de médicaments? Pourquoi s'être comporté comme le chef d'un gang de voyous, en l'interceptant en pleine mer, violant les conventions internationales, foulant aux pieds le droit humanitaire et les valeurs fondamentales de toute civilisation? Rima Hassan, Greta Thunberg et leurs compagnons n'ont brandi aucune arme, si ce n'est celle de la morale, d'un cri qui se propage à travers la planète. Assez de femmes, d'hommes, d'enfants affamés, bombardés, asphyxiés, assez du massacre. Face au génocide, aux quatre coins du globe, les consciences s'éveillent. Enfin, les foules se lèvent. Le silence se brise jusqu'au cœur de la société israélienne. Monsieur le Premier ministre, dans quelques années, nos enfants, instruits par les récits et les images dont nous disposons déjà, nous demanderont « Qu'avez-vous fait ?» Notre génération sera jugée par la prochaine et par l'histoire sur ses actes. Alors, aux actes maintenant. Allez-vous reconnaître l'État de Palestine et avec lui la dignité de tout un peuple? Allez-vous décider de sanctions dissuasives contre Israël, d'un embargo sur les armes, de la fin de toute forme de complicité par l'inaction? Monsieur le Premier ministre, la République française va-t-elle se hisser là où l'appellent ses valeurs, du côté de l'humanité? Nous pouvons partager un certain nombre de vos propos, considérant le caractère insoutenable de ce qui se passe à Gaza et le caractère honteux et absolument intolérable de l'incapacité à laisser passer l'aide humanitaire à Gaza. Mais ne tombez pas dans le panneau de la communication, notamment de cette flottille de Gaza. Je l'ai dit tout à l'heure, la France a été très claire. Nous avons d'abord, dès que nous avons eu connaissance de ce projet, prévenu les 6 ressortissants français qui étaient sur ce navire. Nous avons été en lien constant avec les autorités israéliennes et aussitôt l'arraisonnement du navire fait, notre consul a fait son travail et a été en présence consulaire avec l'ensemble des ressortissants. À ce stade, 2 ont fait le choix d'un retour volontaire en France. 4 l'ont refusé et devront donc comparaître devant la justice israélienne avant d'être expulsés. C'est leur choix et nous avions donné toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Mais je vous sais trop attentif à la souffrance des Gazaouis pour ne pas nous appesantir sur ce coup de com' et cet énième coup de com' de certains. Oui, la France est au rendez-vous et je le répète, dès le mois de novembre 2023, a organisé les levées de fonds pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Vous ne pouvez pas reprocher ni au président de la République, ni au gouvernement français de vouloir non seulement la paix, mais toujours avancer vers la seule solution qui vaille, la solution à 2 États. Monsieur le ministre, je parlais de la génération qui arrive, je veux lui dire que j'ai honte. J'ai honte de la façon dont vous organisez le débat public sur cette question tragique pour l'humanité. Monsieur le ministre, nous avons été capables dans cette enceinte de nous lever unanimement et de faire silence pour les victimes des actes terroristes du 7 octobre. Nous avons été capables de réclamer unanimement la libération des otages. Vous êtes incapables de la même unanimité pour dénoncer le génocide à Gaza, incapables de la même unanimité pour reconnaître l'État de Palestine. Vous ne répondez pas, vous fuyez vos responsabilités face à l'histoire et face au drame qui se joue là-bas. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, ressaisissez-vous. Avez-vous vu les images magnifiques des mobilisations dans tout le pays en soutien aux 12 membres d'équipage de la flottille pour Gaza? Voyez-vous que partout dans le monde, sur tous les continents, les peuples se dressent pour dire stop au génocide? Avez-vous lu les révélations de Disclose et celles de 10 associations telles que Attaque, Havas, Progressive International sur l'ampleur des livraisons d'armes de la France à Israël? Depuis octobre 2023, la France a expédié plus de 15 milliards d'articles classés comme armes de guerre, bombes, grenades, missiles, pièces d'artillerie, en violation totale du traité international sur le commerce des armes. Avez-vous vu les dockers de Fos-sur-Mer bloquer les containers d'armes destinés à l'armée israélienne? Voyez-vous comment chacun, là où il se trouve, tente d'agir pour sauver Gaza? Je pense à ces professeurs du 20e arrondissement de Paris menacés de sanctions après avoir chanté la fraternité avec le peuple gazaoui. Je pense à Jacqueline, la grand-mère de Jana Abderrahim, 2 enfants tués à Betlaïa, qui a déposé plainte pour crimes de guerre et complicité de ces crimes. Et vous, monsieur? Et vous, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dénoncé pendant tout ce temps pour qu'enfin cessent les massacres à Gaza?
Monsieur le Premier ministre, pourquoi avoir peur de Benyamin Netanyahou? Pourquoi le laisser nous menacer et nous insulter quand il traite mal Emmanuel Macron et à travers lui la France? Avez-vous au moins un peu honte de ne rien faire? Avez-vous au moins un peu honte de voir notre diplomatie ainsi bafouée, ainsi humiliée? Monsieur le Premier ministre, aurez-vous le courage de vous dresser contre Benyamin Netanyahou pour exiger la liberté? Si la France n'avait pas été là, aucun pays n'aurait suivi à ce moment-là. Ce qui est sûr, Madame la députée, c'est que vous n'êtes jamais avare de buzz et de communication. Exactement comme ces derniers jours l'ont encore démontré. Que fait la France? Que fait la France, demandez-vous? 6 ressortissants français étaient présents sur le navire que vous avez cité. 6 ressortissants français étaient présents. La France a fait son travail. Le Quai d'Orsay a fait son travail. Elle a averti ceux qui étaient sur ce navire des risques qu'ils encouraient. Elle a maintenu le lien avec les autorités israéliennes en permanence. Et elle a fait son travail de présence consulaire. Ce qui fait que depuis hier, les 6 ressortissants ont été en contact avec notre consul, ce qui fait que toutes les familles ont pu être contactées grâce au personnel du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères que vous dénigrez et que vous empêchez de travailler. 45 000 mails ont été envoyés suite à vos pétitions qui ont complètement engorgé nos services de crise. Vous devriez avoir honte parce que pendant ce temps-là, nos services ne peuvent pas travailler à la protection de nos ressortissants. La France n'a aucune leçon à recevoir de vous qui ne faites que de la communication. L'aide humanitaire à Gaza doit être acheminée. Tout blocage est une honte, comme c'est une honte que vous manipuliez en permanence la souffrance des Gazaouis à vos seuls intérêts politiciens. Question claire, réponse claire. Entendez-vous augmenter les taux de TVA? Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Lombard, ministre des Finances et de l'Économie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Brun, vous me permettrez d'utiliser une partie de mes 2 minutes pour dire d'abord quel est notre sujet principal, et le Premier ministre le dit depuis longtemps. Nous avons 3 300 milliards d'euros de dette et dans quelques années, nous allons verser à nos créanciers 100 milliards d'euros d'intérêts. Nous avons aussi un problème de compétitivité, ce qui fait que nous avons décidé de maintenir les prélèvements fiscaux et les prélèvements sociaux au niveau où ils sont. Le reste appartient en fait largement à la représentation nationale et aux partenaires sociaux. Je crois que vous faites allusion, peut-être, si j'ai bien compris, à la proposition du président de la République de réfléchir au financement de la protection sociale. Cette question, elle ne s'adresse pas au gouvernement, elle s'adresse aux partenaires sociaux et il leur appartiendra, si la ministre les saisit ou s'ils se saisissent eux-mêmes, parce que tout ça est sous l'autorité de ma collègue Catherine Vautrin, de réfléchir à la façon de financer notre protection sociale. Parce qu'en effet, la sécurité sociale repose presque exclusivement sur le travail, que ce soit versé par les salariés ou par les entreprises. Je rappelle d'ailleurs qu'une part importante de la sécurité sociale est financée par la TVA. C'est un petit rappel en passant. Et donc, une réflexion peut s'ouvrir sur un réaménagement à l'intérieur de ces équilibres. Mais, comme l'a dit le Premier ministre à de nombreuses reprises, nous allons jusqu'au 15 juillet, jusqu'à la mi-juillet, écouter les propositions des uns et des autres. Et ce n'est qu'à ce moment-là que le gouvernement prendra des décisions à la suite des arbitrages du Premier ministre. Monsieur le ministre de l'Économie, je tiens solennellement à vous dire ici, au nom des députés socialistes, que nous opposerons de toutes nos forces à cette augmentation de la TVA que vous préparez. Nous y opposerons pour plusieurs raisons. Cette TVA sociale, elle aurait d'abord pour premier impact de frapper les plus pauvres. C'est un impôt sur les bas salaires, c'est un impôt sur les petits retraités, c'est un impôt sur les inactifs et sur tous ceux qui sont frappés par la hausse des prix. Plus 25% d'augmentation des prix alimentaires depuis maintenant 3 ans et vous voulez à nouveau augmenter les prix pour l'ensemble des Français. En plus d'être une mesure injuste, c'est une mesure inefficace économiquement. L'OFCE, qui a fait une étude récente, montre qu'elle détruirait 16 000 emplois
fois en touchant très nettement la consommation des Français à un moment où l'OCDE elle-même révise les prévisions de croissance de la France à 0,6, là où le premier budget que nous n'avions pas voté les prévoyait à 1,1%. La TVA sociale, c'est une TVA antisociale. Et nous, les socialistes, l'avons annulée en 2012 lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, là où le gouvernement de Nicolas Sarkozy l'avait mise en place. D'aucune manière, les socialistes, dans la préparation de ce budget, n'accepteront que les classes populaires, que les classes moyennes, que ceux qui n'ont que leur travail pour vivre soient mis à contribution. Et au contraire, les baisses d'impôts de plus de 60 milliards d'euros par an que vous avez mises en place depuis 2017 doivent aujourd'hui être revues. Ce sont toujours les mêmes qui payent dans notre pays. Et aujourd'hui, nous disons plus que jamais que face aux grandes difficultés financières que rencontre notre pays, les plus aisés doivent être mis à contribution. Monsieur le député Philippe Brun, mon rebond sera aussi rapide que votre question initiale. Nous avons fait le choix avec le Premier ministre, avec la ministre du Travail, de faire confiance aux partenaires sociaux sur la réforme des retraites et nous allons continuer